C'est un constat, l'accès à l'emploi décent reste un défi majeur auquel sont confrontées les personnes en situation de handicap. Raisons évoquées, discrimination, faible niveau de qualification, âge plus élevé que la moyenne. Comment faire évoluer les regards sur ces personnes dites stigmatisées? Faut-il sanctionner ou sensibiliser les entreprises? Existe-t-il des outils pour les y aider? Quelles solutions pour faciliter leur insertion socio-professionnelle? Handicap et emploi, freins ou opportunités de travail? Bonsoir et bienvenue. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service Civique, RTI 2 et Fréquence 2 présente Expression Jeune. Handicap et emploi, freins ou opportunités de travail? Pour en parler, je vous demande de recevoir M. Gadji Lucien Madison, chef de service ingénieur projet, agence emploi jeune. Amis jeunes, il va nous rejoindre sur ce plateau, il arrive. Voilà, M. Gadji Lucien Madison. Bonsoir. Comment ça va? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il est jeune, il se passionne pour la communication digitale, un parcours académique atypique, car formé au métier de la finance. Toutefois, le digital, le journalisme et surtout la danse sont ses passions. Et il a décidé d'en faire aujourd'hui un métier. Je parle de la danse. Il a créé sa start-up Lead Dance pour promouvoir la danse et la culture africaine. Notre modèle du jour, il s'appelle Douadi Wilson Mehon, c'est son nom, que je vous demande de saluer très fort dans cette émission qui démarre maintenant. Bonsoir. Bonsoir, amis jeunes. Comment allez-vous? Ça va bien? Merci beaucoup. Monsieur Gadji Lucien, bonsoir. Bonsoir, monsieur Willy. Alors, quel est votre rôle exactement au sein de l'agence Emploi Jeune? Je vous annonce comme ingénieur projet. D'accord, bon, c'est la même chose quasiment. Hein. Au sein de l'agence Emploi Jeune, il y a plusieurs services. Et je suis la sous-direction de l'auto-emploi. Et là-bas, j'occupe le poste de chef de service de l'ingénierie des projets. Oui. Oui, donc, pour essayer d'évoquer un peu les services qui existent à la sous-direction, il y a le service suivi encadrement et il y a le service des programmes spéciaux. D'accord. Alors, notre thème du jour porte sur emploi et handicap, du moins handicap et emploi, freins ou opportunités de travail. Quel commentaire vous inspire cette thématique? Le handicap est un état de manque dans l'ensemble, de manque, donc d'incapacité, d'invalidité partielle ou totale, au plan physique ou bien mental. Ouais. Donc, tout ce qui peut empêcher l'homme d'être opérationnel est une situation de handicap, de façon globale. Maintenant, quand on ajuste le handicap par rapport à l'emploi, pour moi, l'emploi, c'est rapproche au travail. Et le travail est d'origine divine. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, la création. Et après, quand on continue, on verra que Dieu prit Adam et le mit dans le jardin pour le cultiver et le garder. Donc, travailler est une origine divine. Voilà un peu ce que je vais dire. Donc, tout individu qui a une capacité à faire valoir devait donc travailler pour se prendre en charge. C'est une mission divine. Voilà ma définition. Alors, sur la thématique du jour, c'est votre approche, hein, c'est votre compréhension du sujet. Alors, quelle est, je veux dire, la situation des personnes en situation de handicap dans le circuit professionnel ivoirien? Ok, je crois que cette question englobe plusieurs structures, plusieurs ministères. Puisqu'on parle des circuits professionnels, il y a le ministère de la formation professionnelle qui intervient, il y a le ministère de l'emploi, le ministère de l'emploi et de la protection sociale qui intervient. Et nous sommes au niveau du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et services civiques. Voilà. Donc, évidemment, la cible est importante. Donc, nous comprenons pourquoi il y a plusieurs acteurs qui agissent pour pouvoir mieux prendre en charge cette cible-là. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Alors, à ce sujet, justement, quels sont les progrès qui ont été accomplis sur cette même question dans notre pays? Je sais que le ministère de l'Emploi, qui n'est pas là malheureusement, a une direction, la DPPH. Je ne parle pas en l'air, non, puisque je ne suis pas mandaté par cette direction, qui a pour mission essentielle de travailler à la prise en charge et à l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap. Mais nous, à l'agence Emploi Jeune, qui est une agence qui a été créée par l'ordonnance présidentielle de 2015-228 de 8 avril 2015, qui a pour mission de traiter la jeunesse, les jeunes dans leur ensemble,
ne pouvait pas laisser de côté cette cible particulière qui est pour nous une cible vulnérable. Donc nous l'avons inclus dans nos programmes de façon spécifique aussi pour les accompagner dans l'insertion socio-professionnelle. Très bien. Le constat qui se dégage, c'est que les personnes en situation de handicap sont 2 fois plus nombreuses au chômage. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois que c'est que le recensement général de la population de l'habitat a pu avancer comme chiffre en 2015, c'est que ceux qui étaient des personnes en situation de handicap étaient estimés à 450 000. Oui. 450, un peu plus, 456 000, quelque chose comme ça. Voilà. Et la direction de la promotion des personnes vivant avec un handicap, la DPPH, a pu estimer en 2014 et 2015, au niveau des archives, 1500 personnes en situation de handicap en quête d'emploi. Oui. Voilà. Et dans cet effectif-là, plus de la moitié a pu être insérée. Et bon, ben, oui, mais leur nombre croît chaque année. Oui, ça augmente chaque année. C'est ce que je voulais dire, en fait. Oui, justement. Leur nombre croît 2 fois. Je suis d'accord. Oui. Mais nous ne traitons pas spécifiquement la personne vivant avec un handicap. Ils ont une direction. Ces personnes ont une direction. C'est la DPPH. Donc, je ne vais pas me substituer à leur place. C'est leur mission. Oui. Nous les accompagnons, c'est-à-dire, la cible étant une cible vulnérable, il fallait que tous les acteurs de l'État qui ont une capacité de les accompagner agissent dans ce sens. Donc nous venons pour les appuyer en réalité. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que nos entreprises locales sont suffisamment informées sur le rôle que ces personnes en situation de handicap peuvent jouer dans le développement économique du pays? Est-ce que nos entreprises, qu'elles soient privées ou publiques? Je pars d'une anecdote. J'étais avec une des conseillères qui est en charge de l'emploi salarié et qui me disait, M. Gagui, il y a un employé, il y a un employeur précisément, pas un employeur, un employeur qui voulait recruter une personne vivant avec un handicap. Et il a mis ça comme critère. C'est la deuxième fois qu'on me dit, et j'ai dit quel poste? Il dit non, comptable. Vous comprenez l'interprétation qu'on a fait? C'est sûr qu'il ne fera pas mon argent. Bon, on ne veut pas les stigmatiser de cette façon-là, mais il y a des personnes qui recherchent les personnes qui vivent avec ce handicap parce qu'en réalité, le fait qu'ils aient une motricité limitée sont beaucoup plus consciencieux et concentrés sur les opportunités d'emploi, plutôt que ceux qui sont beaucoup plus actifs, qui peuvent se chercher facilement ailleurs. Vous voyez un peu? Donc, certains entrepreneurs ont conscience de cela, mais nous, au niveau de l'État, ce que nous faisons, c'est d'amener les employeurs à vraiment cette cible-là. Et qu'est-ce qu'on fait? L'État, au niveau des projets de loi qui ont été introduits, permet aux entreprises qui emploient une personne vivant avec un handicap d'avoir des abattements au plan fiscal. Donc, c'est pour encourager les employeurs. On ne peut pas obliger une entreprise à prendre telle catégorie d'employés. On ne peut pas. C'est son business personnel. Vous et moi, vous créez votre business, votre gabadrum, vous recrutez qui vous voulez. Ce que vous payez à l'État, c'est l'impôt à l'État. Ce que vous devez à l'État, c'est le respect du SMIC et du SMAG au niveau de l'État. On ne peut pas obliger une entreprise à employer une personne de telle cible. Par contre, l'État a fait un effort et la DPPH est mieux placée. Une loi existe depuis longtemps qui permet de pouvoir recruter les personnes vivant avec un handicap, un certain quota par an au niveau de la fonction publique. Ils le savent très bien aussi. D'accord. Alors justement, dans cette émission, nous avons invité des associations de personnes en situation de handicap. Je voudrais qu'on donne le micro au président. D'abord, le président est juste à côté. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le président de... Je suis Dibi Kouassi Nicolas, président national du groupement pour l'insertion des étudiants et élèves handicapés physiques de Côte d'Ivoire. Très bien. L'autre, nous avons également celle qui s'occupe de la section des dames, des femmes. Présidente, bonsoir. Bonsoir, Serge. Oui, vous êtes... Moi, je suis Miss Tapsoba Marie-Claude, la présidente nationale du comité féminin de GEPSI. Très bien. Alors, je rappelle que vous aurez la parole dans cette émission, mais je voudrais revenir à notre invité principal, M. Gadji. Ces personnes, justement, sont mises à l'écart, elles sont stigmatisées, elles sont marginalisées parce que perçues autrement. Est-ce normal que dans une société moderne, actuelle, comme la nôtre, là, on puisse toujours continuer à penser de cette façon-là? J'ai des amis qui vivent avec un handicap. Généralement, la terminologie, le thème personne handicapée commence à être banni progressivement. On dit généralement personne en situation de handicap ou personne vivant avec un handicap. Et à ce niveau-là, tout le monde est une personne en situation de handicap. J'aurais bien voulu jouer au basket, avoir 2,50 m, mais est-ce que j'ai 2,50 m? Donc, par rapport à l'activité que je vais mener, je suis en situation de handicap. J'aurais bien voulu passer le concours de gendarmerie où on demande 1,70 m et que j'ai 1,50 m. Je suis en situation de handicap. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est par rapport à ce qu'on veut faire qu'on évalue son incapacité. Vous comprenez un peu? Mais évitons de nous présenter comme des nécessités qui tendent la main et qui sont très proches des mendiants. Non, les personnes vivant avec un handicap ont des capacités. Moi, au plateau, j'apprécie très bien ce jeune cordonnier qui est au niveau en face de l'immeuble Sojefia, qui emploie 2 personnes valides, handicapées moteurs. Il est cordonnier. Pour dire que le handicap, tout se passe dans la tête.
Si je n'ai pas d'incapacité, si j'ai des incapacités au plan de la motricité concernant mes jambes, mais j'ai mes mains. Pour natter, c'est les mains. Pour faire la cordonnerie, ce sont les mains. Vous comprenez un peu? Même s'il y a des problèmes de mains. Je sais parler, je peux être journaliste comme M. Willy. Alors, donc tout se passe dans la tête. Il y a des personnes de façon volontaire qui ont tous les membres qui refusent d'entreprendre, qui refusent de faire le pas. Mais ils ont des problèmes mentaux. Ça aussi, ce ne sont pas différents des personnes vivant avec un handicap qu'on peut rapprocher aux personnes vivant avec un handicap au plan mental et qui attendent la mort de leurs parents pour hériter malheureusement. Très bien. Amis jeunes, le vin est tiré, il faut bien le boire. Qu'entendez-vous par personne en situation de handicap? Vous avez la parole? Oui. On définit une personne handicapée comme des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut causer obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Ça veut dire quoi cette définition? Pour qu'on puisse qualifier d'une personne de handicapée, il faudrait que cette personne présente une incapacité. Cette incapacité-là peut être physique. Je parle des gens qui ont soit des problèmes de pied, des moteurs sensoriels. Je veux dire, sensorielle, elle n'entend pas. Voilà, la personne n'entend pas, ou bien la personne ne parle pas, ou bien la personne ne voit pas. Ouais. Voilà. Et il faudrait que cette incapacité soit durable. Et cette incapacité t'empêche de jouir d'un droit, par exemple. Parce que je suis non-voyant, je n'ai pas accès à l'éducation. Au niveau de notre constitution, on dit que tous les Ivoiriens naissent libres et égaux en dignité et en droit. Voilà. Donc, une personne qui, à cause de sa déficience ou bien de son incapacité, n'arrive pas à jouir d'un droit qualifié de personnes en situation de handicap. Très bien. Je peux avoir une autre réaction ici, un autre avis? Oui. La définition par convention que je connais de l'handicap est en fait, l'un handicapé, c'est quelqu'un qui est en état d'incapacité vis-à-vis des autres, soit sur le plan intellectuel, soit sur le plan moteur. D'accord. Sur le plan intellectuel, sur le plan moteur, oui. Pour moi, une personne handicapée est une personne qui présente un désavantage physique ou mental, qui n'arrive pas à jouir pleinement de ce que l'autre arrive à faire. À ton avis, qu'entend-on par personne en situation de handicap? Oui. Les Nations Unies ont estimé que le handicap est circonstanciel. Pourquoi? Je m'explique. Une personne peut ne pas voir ou une personne peut être en situation de handicap moteur, mais on peut créer des conditions de sorte que si il y a des personnes, sinon si les personnes dites valides roulent des véhicules, ces véhicules-là soient adaptés au type de handicap, de sorte que ce dernier puisse lui aussi être autonome et rouler son propre véhicule. Ouais. Dans ce cas-là, ce dernier n'est pas en situation de handicap. Ouais. Voilà. Et je crois que c'est d'ailleurs cette terminologie-là qui a amené l'État de Côte d'Ivoire, donc, comme l'a dit le président national du GFC, à ratifier la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées depuis janvier 2014, qui prévoit des dispositions en faveur de l'adaptation, si vous voulez, de la société à la personne en situation de handicap. Alors justement, ces personnes en situation de handicap se ressemblent-elles ou pas? Oui. Chacun ne vit pas son handicap de la même manière. Ouais. Vous allez être d'accord avec moi qu'un non-voyant n'a pas la même manière de vivre son handicap qu'un handicapé physique comme moi. Voilà. Parce que, bon, pour nous les physiques, plus ou moins, nous sommes autonomes. Parce que nous voyons, nous avons des appareils orthopédiques qui peuvent nous permettre un tant soit peu être autonomes. D'accord. Alors, est-ce que les personnes en situation de handicap sont pareilles, sont les mêmes? Non, je peux dire non, parce que l'handicap varie selon la personne. Moi, je suis une personne en situation de handicap moteur. Ça me permet de me déplacer un tant soit peu. Même si c'est un peu compliqué, j'arrive quand même à me déplacer. Par rapport à une personne qui est non-voyante, c'est un peu compliqué, parce que la personne ne voit même pas où elle s'en va. Elle ne sait même pas comment se diriger. C'est un peu compliqué. Donc, l'handicap
en somme, varie selon la personne. Et chaque personne a sa manière de vivre son handicap. Alors, j'ai vu la présidente féminine, la présidente des femmes, lever la main. Je vois bien qu'elle veut nous dire quelque chose, oui. Quand je prends les handicaps sensoriels, par exemple, on a une parmi nous, elle n'entend pas bien, mais elle est en master 2 de lettres modernes. Alors, justement, elle n'entend pas, elle est en master 2 de lettres modernes. Comment elle fait? Elle va s'expliquer tout à l'heure. Elle aura le temps de s'expliquer. Je dis comme ça que c'est différent. Nous sommes en train de dire quelque chose, il faut lever la voix, par exemple, ou bien il faut fixer le regard à cette dernière pour qu'elle puisse lire le message à travers les lèvres, ou bien lever la voix pour qu'elle puisse mieux entendre. Par rapport à nous, tu peux être dehors en train de parler, moi je peux t'entendre. Ouais. Elle a réussi son cursus scolaire. Tout à fait. On va dire de la maternelle, elle est primaire, très excellente. Secondaire. Elle est ma secrétaire à l'organisation, très active. Pourtant, elle n'entend pas. Elle n'entend pas. Mais comment elle fait? On va lui donner la parole. Dis-moi, comment tu as réussi ce parcours scolaire universitaire-là? Depuis l'âge de 12 ans, précisément en classe de CM2, je souffre de cet handicap. Ouais. Bon, au départ, j'arrivais à prendre mes cours seuls parce qu'au fur et à mesure, il y a une progression. J'arrivais à prendre mes cours seuls. Et c'est ainsi que j'ai mené mes études jusqu'à l'université. Arrivé à l'université, ça commençait à devenir difficile. J'ai voulu même abandonner en première année parce que je n'arrivais plus à prendre mes cours en amphi. Et je me contentais de l'aide de mes voisins puisque je n'arrivais pas à entendre ce que le professeur me disait. C'était difficile pour moi. Donc, je me contentais de l'aide de mes voisins pour pouvoir prendre mes cours. C'est comme ça que je procède pour évoluer. J'ai procédé jusqu'à ce moment en Master 2. Waouh, félicitations. En tout cas, nous avons été entraînés dans cette vague d'émotions que vous avez dégagée lorsque vous parliez. On imagine les difficultés, on imagine les contraintes qui sont liées à votre formation, mais ce n'était pas évident. C'était pas évident, mais vous êtes parvenu à y arriver. Mais ce n'est pas tout parce que vous continuez encore de prendre des cours. Justement, amis jeunes, dites-moi, les personnes en situation de handicap comme elle, il y en a sur ce plateau qui sont avec nous, il y en a aussi qui sont dans la circulation, qui sont à la maison, qui nous regardent. Mais je veux dire, selon vous, est-ce que ces personnes-là trouvent du travail facilement? Ouais. C'est vraiment difficile pour les personnes en situation de handicap d'avoir un emploi, puisque aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, c'est vraiment difficile pour les personnes valides même. À peu de raison pour une personne qui a un problème de handicap. Pourquoi? Parce que c'est la rentabilité que tous les entrepreneurs cherchent. Voilà, tous les entrepreneurs cherchent la rentabilité. Donc, en considérant tous les détails qui peuvent peut-être empêcher leur entreprise d'avancer, je pense qu'ils ne peuvent pas ouvrir le chemin à ces personnes-là. Est-ce que c'est facile pour ces personnes en situation de handicap de trouver du travail aujourd'hui, surtout en Côte d'Ivoire? Moi, je pense que ce n'est pas facile pour une personne en situation de handicap d'avoir du travail. Parce que? Puisque c'est vrai que l'État a mis des structures telles que l'Agence Emploi Jeunes pour insérer des jeunes à l'employabilité. Mais pour une personne handicap qui ne peut pas se déplacer pour aller dans une structure, agence emploi jeunes, c'est un peu difficile. Ouais. Trouver du travail pour une personne en situation de handicap, ce n'est pas chose aisée dans la mesure où nous sommes confrontés à des barrières d'attitude. C'est-à-dire quoi? Les préjugés, les prénotions déjà font obstacle à ce que nous puissions trouver un travail qui véritablement, en tout cas, met en exergue nos mérites. Ouais. Je voulais juste apporter un additif à ce que mes aînés ont dit. En entreprise, d'abord, quand une personne handicapée vient se présenter, peut-être l'employeur va dire, mais toi, étant comme ça, qu'est-ce que franchement tu peux nous apporter? Donc, ils vont d'abord te mettre de côté et prendre les personnes valides qui vont leur apporter quelque chose parce que toi, tu ne peux pas d'abord te tenir sur les pieds. Donc, ils vont se dire immédiatement, qu'est-ce que tu peux apporter dans l'entreprise? Donc, je peux dire que les problèmes sont vraiment... Oui, mais le chef d'entreprise, par exemple, qui tombe sur un cas pareil, il peut être pris de compassion. Il peut être pris, on va dire, un instinct de pitié, par exemple,
pour pouvoir vous prendre. Mais il y a aussi que l'inverse, ils peuvent avoir peur de vous parce que votre handicap peut être un danger pour son entreprise. Oui, oui. Au fait, accepter quelqu'un dans ton entreprise par pitié pour une personne handicapée, en tout cas pour moi, c'est frustrant. Me prendre par pitié, pas parce que je suis intelligente que je peux t'apporter quelque chose, mais me prendre parce que si je ne la prends pas, qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est un peu frustrant. En tout cas pour moi personnellement. Oui, mais pour le réveil, tu lui montres que tu peux bien travailler aussi. Voilà, s'il accepte, je vais lui montrer que même étant handicapé, j'ai beaucoup de choses que je peux apporter à son entreprise. Très bien. Est-ce facile pour une personne en situation de handicap de trouver du boulot? Voici les réponses qui vous parviennent. Normalement, les personnes handicapées doivent facilement trouver du travail à mon niveau. Il n'y a pas de souci à cela parce qu'ils sont handicapés. On ne doit pas les employer dans la société. Je pense que ce n'est pas normal. Voilà, puisqu'ils font partie de la société. Ce n'est pas de leur faute. Voilà, il faudrait qu'on leur donne une chance à travailler dans l'administrative. En ce qui me concerne, moi, je vois que ce n'est pas aussi facile pour eux. Ce n'est pas facile pour eux parce que pour chercher un emploi, il faut beaucoup de sacrifices. Il y a d'abord l'énergie qui est en jeu, parce qu'il faut que tu aies les moyens de te déplacer. Il faut tout déployer de l'énergie. Il faut courir gauche et droite. Or, la personne qui est handicapée, si elle n'a pas le pied, ou bien si elle a un membre qui est en faction, ça va être un peu plus compliqué pour la personne. C'est vrai que celui qui a seulement au complet, il est beaucoup aisé parce qu'il peut aller facilement chercher l'emploi. Il peut aller partout. Mais celui qui est handicapé là, lui, il ne peut pas faire comme lui. Donc c'est la grâce de Dieu qui fait qu'il peut vite travailler par rapport à celui qui a tout simplement... Donc c'est une question de grâce, ça dépasse même l'entendement humain. Ça, c'est affaire de Dieu. L'handicap, ce n'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Un handicapé peut exercer aux mêmes fonctions que les autres individus normaux qui disposent de toutes les capacités physiques. Mais tout ce que nous déplorons surtout dans nos sociétés africaines et traditionnelles, c'est que quand bien même tu possèdes une capacité intellectuelle, tu as des atouts, mais quand tu es handicapé, tu es déjà marginalisé par la société. Alors que ce n'est pas ça. C'est pas ça. Donc je vois que les gens, nous devons repenser la chose et départir ça de notre esprit. Un handicapé peut exercer, et il peut exercer les mêmes fonctions, il peut même exercer les mêmes fonctions que tout autre. Donc il ne doit pas avoir de marginalisation. L'État même doit avoir une politique d'insertion de ces individus-là dans la société professionnelle. Expression jeune, les personnes en situation de handicap trouvent-elles facilement du travail? C'était le sens de ce micro-trottoir que vous avez saisi à l'instant à la radio comme à la télé. Alors, M. Gagui, quel commentaire vous inspire ce qu'on a entendu sur ce plateau, en studio et même dans la circulation? Est-ce une réalité? C'est une réalité, mais ce n'est pas seulement seules les personnes en situation de handicap qui ont des difficultés de pouvoir être insérées en réalité. Donc il faut orienter la problématique autrement. Quand on sort de l'université, à moins qu'on soit dans les sciences médicales, c'est autre chose où on fait la pratique. La plupart, ce sont des théories qu'on développe. Donc on a des présomptions de connaissances. Le Libanais qui a son entreprise, ce n'est pas une définition des différents des mots, puisque avec l'Internet, on peut avoir ça. Les jeunes ont une présomption de connaissances, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de qualification. Cela nous renvoie au thème, à la définition du thème chômeur. Qui est chômeur? Et ça, souvent, on se perd complètement dessus. Le chômeur, ce n'est pas celui qui a un diplôme. Ce n'est pas ça le chômeur. Le chômeur, selon le BIT, c'est celui qui a une qualification. C'est-à-dire qu'il y a une compétence à vendre. C'est différent du diplôme. J'ai une qualification, c'est-à-dire une compétence à vendre. Ça fait 1. Je recherche activement un emploi. C'est-à-dire je me fais enregistrer dans toutes les structures que l'État a mis en place pour nous accompagner. Ça fait 2. Je suis immédiatement disponible pour travailler et au moment où on mène l'enquête, je ne fais rien. Voici le chômeur et ces dispositions sont cumulatives. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as fait une maîtrise en criminologie, mais quand tu sors de la faculté de criminologie, tu peux faire quoi? Les policiers sont formés en criminologie à l'école de police. Tu n'es pas policier. Tu as une présomption de connaissances. Donc il faut ajouter à cette présomption de connaissances
une compétence. Et c'est pourquoi au niveau de l'agence, il y a des dispositifs pour ces personnes-là qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas de compétences, de qualifications. Il y a le programme FCQ, par exemple, formation complémentaire qualifiante. J'ai fait une maîtrise en droit, vous comprenez un peu, je n'ai pas de spécialité. Et quelqu'un est venu me voir au bureau pour dire, je sais tout faire. Il dit, regarde là-haut, c'est un néon. Tu sais réparer l'ampoule quand c'est gâté, il dit non. Il dit, ça c'est l'ordinateur. Quand c'est gâté, tu sais réparer, il dit non. Mais quand tu dis que tu sais tout faire, ça veut dire que tu ne sais rien faire. Et l'employeur prend celui qui sait faire quelque chose et donne le diplômé. Vous comprenez un peu? Donc quand vous finissez le diplôme, adressez-vous aux structures de l'État. Qu'est-ce que l'État a prévu pour nous? On passe en phase 2. Les formations complémentaires qualifiantes sont gratuites. Vous vous inscrivez, on vous donne la compétence. Par exemple, si vous êtes juriste, on peut vous donner des formations en ressources humaines et c'est cadeau. Vous comprenez? En ce moment, où serait un juriste, ressources humaines, gestion des ressources humaines, ou bien juriste fiscaliste, si sa fiscalité, vous avez fait la formation. Donc, il manque à nos diplômés la formation qualifiante pour les rendre opérationnels. Et ça, ce n'est pas seulement les formations qui vivent avec un handicap sur ce problème-là. Eh bien, ceux qui sont physiquement bien portants, comme ceux qui vivent avec un handicap, sont confrontés à ce problème. À ce même problème. À ce même problème. Donc, ce grand groupe-là, qui a des diplômes et qui n'a pas de qualification, de compétences, on les appelle les personnes inactives. Ça veut dire que si l'État devait payer des gens demain, ils ne sont pas concernés. Donc, quand on dit par exemple que le taux de chômage est bas en Côte d'Ivoire, c'est de ça qu'il s'agit. Dites-moi, Willy, combien sont les charpentiers qui chôment? Combien sont les maçons qui chôment? Combien sont les menuisiers qui chôment? Combien sont les mécaniciens qui chôment? Vous comprenez un peu? Le grand groupe qu'on a, c'est le groupe des diplômés sans qualification. Et ce sont des personnes qu'on appelle, comme on l'a dit, des personnes non actives. Ok, Président, vous avez la parole, oui. Il y a un rapport, même si ça date un peu de longtemps, mais il faut rappeler, le document stratégie de réduction de la pauvreté, rapport final 2009. Dans ce rapport, il est dit que 80% des personnes en situation de handicap diplômées n'ont pas d'emploi. Ce sont des chômeurs. 90%. Vous voyez, le chiffre est énorme. Et nous disons aussi qu'on n'a pas besoin de qualifications pour aller passer un concours. Alors qu'au niveau des concours, il y a une discrimination. Donc les personnes handicapées n'ont pas accès à beaucoup de concours en Côte d'Ivoire. Alors que c'est des concours qui prennent assez de jeunes. Donc je vais dire que pour passer un concours, on n'a pas besoin de qualifications. Maintenant, là où on parle de qualifications, c'est au niveau des entreprises. Effectivement, il y a un souci. Quand tu es une personne handicapée, tu es en fauteuil roulant, et que peut-être l'entreprise qui doit t'embaucher à ses locaux au premier ou bien au deuxième étage, mais vous voyez qu'il y a un obstacle. Mais le problème qui s'est posé, c'est que si le secteur privé doit embaucher ces personnes-là, qui doit payer le surcoût? Parce qu'il y a un surcoût. C'est l'entreprise qui paye le surcoût parce que qui doit payer le vous employant, elle est obligée d'adapter l'environnement de travail à votre réalité. Donc effectivement, ce n'est pas aussi de leur faute. Nous savons que ce n'est pas de leur faute. Voilà, donc je vais dire qu'effectivement, on parle de qualification, mais il y a aussi des mesures que l'État pouvait prendre pour rendre facile l'insertion des personnes en situation de handicap au niveau de la fonction publique d'abord. Oui, d'accord. Alors, M. Gadi, on se rend bien compte que l'accès à un emploi décent est un luxe, finalement pour ces personnes en situation de handicap. Oui, en fait, pourquoi doivent-elles souffrir autant alors qu'elles souffrent déjà? La réalité, il vient de relever des éléments importants. Je sais qu'au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, je ne reprends pas le ministère de l'Emploi qui est en charge de cette cible-là, mais il y a des dispositions qui existent pour employer un certain quota chaque année dans l'administration et le président le sait très bien. Vous voyez, mais le cas de l'INGS, le cas de l'INFES, je crois que ce sont des combats qu'on mène. Je crois que vous pouvez faire des pétitions auprès des députés pour que, logiquement, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas l'usage de ses jambes qu'il ne peut pas être un bon infirmier. C'est façon de parler. Je sais que dans l'armée américaine, il y a des informaticiens qui vivent avec un handicap. Pour travailler sur écran, on n'a pas besoin d'avoir deux pieds. On s'assoit. Après, on est assis. Donc, il faut que nous, au niveau de notre nos institutionnels, on soit sensibilisés à ouvrir la porte, grande la porte, aux personnes vivant avec un handicap. Mais aussi, il faut comprendre que l'État ne peut pas recruter indéfiniment, puisque l'État a une enveloppe limitée au niveau de ses capacités. C'est pourquoi il y a une dérogation, un recrutement dérogatoire. Mais en plus de cela, j'invite nos amis qui vivent avec un handicap de se faire former. L'Agence Emploi Jeune a des programmes pour vous aider à améliorer votre employabilité. Parce que l'employeur dit, qu'est-ce que tu m'apportes? Au niveau de l'Agence Emploi Jeune, on a au moins 2 personnes qui vivent avec un handicap, mais qui sont au standard. Il est même plus opérationnel que celui qui a 2 yeux, parce qu'il est malvoyant. Voilà. Donc, il y a des secteurs où les personnes qui vivent avec un handicap peuvent développer leurs compétences. Et là, il faut exceller. Vous prenez, c'est vrai,
un peu plus que celui qui est physiquement bien portant. D'accord. Alors, M. Gagui, on s'en souvient, le 1er juin l'an dernier, lors du forum Handi-Emploi, si vous vous en souvenez encore, c'était au Palais de la Culture, lors de son allocution d'ouverture, le directeur général de l'Emploi, au nom du ministre de l'Emploi, de la Protection sociale, du moins, excusez-moi, M. Jean-Claude Kouassi, réaffirmer l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à réduire les inégalités sociales vis-à-vis des citoyens ivoiriens en situation de handicap et à œuvrer pour que ceux-ci bénéficient d'opportunités d'insertion liées à leur qualification. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On peut dire tellement l'État est en train de travailler dans ce sens. C'est pourquoi nous, au niveau de l'agence emploi jeune, en appuyant cette cible, on a déroulé un programme spécial d'insertion des personnes vivant avec un handicap dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on a des dispositifs de formation qualifiante complémentaire où ils sont insérés, on a l'emploi salarié où on les prend en compte, on a les formations où on les prend en compte, vous comprenez un peu, et un programme spécial est dédié pour ceux qui veulent entreprendre pour eux-mêmes. Il y a des montants qui sont là, dégagés pour eux, et on reçoit les plans d'affaires que nous traitons pour les aider à s'insérer au plan professionnel. Oui, à l'auto-emploi, l'entrepreneuriat. Et c'est pourquoi on les invite à postuler, à envoyer leurs projets sur le site de l'agence emploi jeune. Oui, la présidente, oui. Vous voulez dire quoi? Je voulais résumer ce que le président a dit. Oui, les personnes en situation de handicap sont exemptées des concours directs de la Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas un débat. On peut ouvrir une brèche pour permettre aux personnes en situation de handicap de postuler aussi, d'apporter une pierre à l'édifice de leur pays. Nous étudions dans les mêmes amphis, nous avons les mêmes diplômes. Pourquoi pour travailler, on fait de la discrimination? Je voulais revenir à l'emploi jeune. Oui. Je salue la présence de l'emploi jeune. Ça fait bientôt 3 ans que l'emploi jeune existe. Il y a quelques personnes parmi nous qui ont eu la chance, au niveau de l'université, de faire des stages à l'emploi jeune. Merci à l'emploi jeune. Mais parlons de l'entrepreneuriat. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit « N'attendons pas de l'État ». C'est vrai. C'est une réalité. Et les personnes en situation de handicap veulent aussi s'affirmer en entrepreneuriat. Mais nous avons déposé des dossiers. Nous avons monté des projets. Mais le financement est où? Ça fait plus de 3 ans. Quand on prend même les différentes associations de personnes handicapées qui ont aussi déposé des projets, le financement est lent. On ne nous donne pas l'explication. Vous comprenez? Quand une personne handicapée, vous parlez comment on appelle, de l'expérience. Tout à l'heure, il y a eu un souci de... Voilà, des gens ont fait montre de l'expérience quand vous postulez bien dans les entreprises. Mais il faut qu'on te donne l'occasion de pouvoir faire un stage d'abord pour voir l'expérience. Mais la personne en situation de handicap se présente, c'est des regards, ça tourne, ça te regarde. Toi-même, déjà, tu es frustré, tu es déjà convaincu que ton dossier ne serait pas accepté. D'accord, très bien. Alors, M. Gadi, tout à l'heure, vous parliez de quotas, de pourcentage. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée précise? Oui, ok. En Côte d'Ivoire, quel est le quota pour les personnes, quel est le nombre de places pour les personnes en situation de handicap? Je suis content que vous posiez la question en tant qu'institutionnel, mais en même temps, je suis un peu désolé parce que cela est du ressort de la DPPH, la direction de la promotion de la personne avec un handicap. Pour ne pas qu'on dise qu'ils ne m'ont pas mandaté. Je suis ici, on est dans les emplois jeunes, nous les appuyons. Sinon, j'essaie, et ceux qui sont les représentants le savent, que chaque année, l'État prend un quota de diplômés dans l'administration publique. D'accord. Vous voyez, donc je ne vais pas m'aventurer sur les chiffres. Mais au niveau des partenaires extérieurs, des institutions internationales, généralement, quand on monte les projets, on veut au moins un effectif de 30% pour les femmes et 10% pour les personnes vivant avec un handicap. D'accord. Voilà. Okay. Alors, la question que je voulais poser, faut-il sanctionner ou sensibiliser les entreprises à leur insertion? Et puis on parle contre toi, rapidement. Oui. Je crois qu'il y a les lois, parce qu'aujourd'hui, nous sommes les universitaires. Et il y a les lois que l'État de Côte d'Ivoire a adoptées. Je crois que ces lois-là, pour la plupart, attendent les décrets d'application. Et je pense que c'est tout simplement, il faut prendre ces décrets d'application-là qui vont en même temps servir de moyens de pression. Puisque dans ces décrets, dans ces lois-là, il y a des dispositions qui sont prévues pour les entreprises qui vont embaucher les personnes en situation de handicap. Donc, je pense que force à la loi d'exercer la pression sur les entreprises. Voilà. Okay. Ouais, le président, donc allez. Okay. Au niveau des entreprises, je pense que l'État a fait des efforts. D'accord. L'État, plusieurs fois, à travers la Direction générale de l'emploi. Et depuis 2017, il y a un allègement fiscal pour les entreprises qui embauchent les personnes en situation de handicap. Et aussi, c'est une action à saluer. Depuis le 9 mai, en Conseil des ministres, cette année, l'État a signé le premier décret de la loi d'orientation. Et ce décret-là impose un quota. C'est vrai que nous n'avons pas encore le contenu de ce décret. Un quota aux entreprises
de recruter les personnes en situation de handicap. Très bien. Amis jeunes, mesdames et messieurs, nous allons courir sur notre deuxième micro-trottoir qui est impatient de nous rejoindre, de vous rejoindre aussi. Suivons ensemble et puis on en reparle juste après sa diffusion. Il faut plutôt les sensibiliser et puis permettre à ces entreprises d'engager plus de jeunes. Parce que ce sont eux qui essaient quand même de coopérer avec l'État ivoirien. Et l'argent sort de leurs propres poches, donc on ne peut pas les imposer. Mais il faut plutôt les sensibiliser pour permettre aux jeunes d'accéder à plusieurs emplois. Et permettre aussi à ces entreprises d'élargir un peu leur pôle de construction et autres. Je pense qu'il faut les insérer. Il faut les insérer parce qu'eux aussi ils ont une vie à mener. Ils ont une vie à mener comme tout homme. Voilà. Et il faut amener le gouvernement ou bien l'État, le gouvernement à prendre des réformes. Des réformes donc pour amener les entreprises privées et publiques à accepter, j'allais dire, les handicapés. Je pense que le gouvernement doit mettre un système, une stratégie sur pied, mettre une police et fixer un quota, j'allais dire, aux entreprises privées. Soit le gouvernement peut dire, bon, écoutons, nous disons que dans toutes les entreprises privées, il faut au moins 5% des handicapés. Et l'État met une police en place qui veille au gré pour vérifier. Et je pense que c'est en cela seulement que, en tout cas, les gens peuvent regarder les handicapés et puis les insérer. Et encourage vraiment les entreprises à vraiment penser à eux, car ils sont tous des êtres humains. Pourquoi les mettre à l'écart? C'est pas bien. Pourquoi les mettre à l'écart? C'est pas bien. Nous nous appuyons justement sur l'intervention du dernier intervenant justement sur la belle question. Alors, M. Gagui, quelqu'un qui a des compétences, qui doit travailler finalement, qui va se retrouver à la rue parce qu'il n'aura pas la chance, l'occasion de mettre en pratique ses compétences, finalement il va avoir du regret. Pourquoi il a fait toutes ces années de formation? Vous voyez, les personnes qui vivent avec un handicap ont des potentialités. Et je prends une image de Oscar Pistorius, vous le connaissez très bien, l'athlète sud-africain, qui va plus rapide que ceux qui ont les jambes. Pourtant, il est amputé. Les personnes qui vivent avec un handicap ont un grand potentiel. On leur demande d'utiliser leur potentiel. Il ne faut pas se présenter aux personnes ou bien aux autres comme étant une personne diminuée. Vous voyez un peu, voilà. Montrez à ces personnes que vous avez toutes les capacités. En dehors de votre infirmité, vous avez toutes vos capacités. Je connais une personne qui vit avec un handicap qui est magistrat. Il y a d'autres fonctions également. Je crois que l'ancien président américain, il roulait dans un fauteuil. Je crois même le président algérien continue de rouler dans un fauteuil. Bon, question d'âge, bien sûr. Il veut dire que tout se passe dans la tête. D'accord. Qu'est-ce que tu as dans la tête qui peut te permettre de te valoriser? Je crois que lorsque tu as un objectif à atteindre, tu trouveras un vent favorable pour t'accompagner et les dispositifs concourent à vous accompagner. D'accord. Président, qu'est-ce que vous proposez pour que les entreprises, pour que les structures, que ce soit le privé ou le public, vous fassent confiance pour qu'on vous insère? Oui, effectivement, il y a des dispositions. D'abord, c'est au niveau de la loi. Comme on l'a dit, il y a une loi qui a été votée depuis 1998. On appelle ça la loi d'orientation. Mais comme je vous ai signifié, ce n'est qu'au 9 mai que le premier décret a été signé. Et c'est le décret relatif au secteur privé. Et depuis 1997, il y a ce qu'on appelle le recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique qui a été institué, mais ce n'est pas encore institutionnalisé. Nous pensons que si ce recrutement est institutionnalisé, ça va réduire un peu le taux de chômage au niveau des personnes handicapées diplômées. Mais il y a aussi des actions que l'État doit prendre. Parce que la question du handicap est transversale. Voilà. Que ce soit au niveau médical. Et donc, l'État doit créer ce qu'on appelle un comité interministériel pour traiter cette question-là de façon efficiente. Quand vous avez, par exemple, un non-voyant au sein de votre service, je vous assure que au cours d'une réunion, c'est la personne qui dit la vérité. Elle ne vous voit pas, donc... elle vous dit ce qu'elle pense. Voilà, elle vous dit ce qu'elle pense. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui... Voilà. C'est des personnes qui peuvent faire avancer votre entreprise. Mesdames et messieurs, amis jeunes, c'est notre dernier micro-trottoir. Justement, quelles sont les recettes possibles qu'on pourrait, envisager pour faciliter l'insertion des personnes en situation de handicap? Le gouvernement se penche sur cette question de l'employabilité des handicapés
Et je crois que ça porte des fruits. Depuis un certain moment, les handicapés sont intégrés dans toutes les couches sociales. L'État doit savoir qu'il a plusieurs couches de population. Il y a les valides, les non valides. Donc ceux-là, l'État doit faire un effort de pouvoir amener ces opérateurs économiques du privé à pouvoir prendre en compte cela, aider l'État à les caser. Pour ma part, je pense que l'handicap, ce n'est pas un frein. Parce qu'un handicapé, c'est quelqu'un qui peut aussi travailler comme un homme normal. Et donc, il appartient à l'État de se pencher sur le cas. Et puis, il appartient aussi aux entreprises privées, voilà, de mettre tout le monde au même pied d'égalité. Je voudrais que les entreprises et l'État de Côte d'Ivoire prennent en compte les handicaps en charge, c'est-à-dire qu'ils créent une ONG qui pourra se charger de ne pas les marginaliser, ne pas les mettre hors de la société. Excusez-moi. La suite de votre émission, dans quelques instants, fera place à Modèle pour jeunes. Communicateur, écrivain, rédacteur d'articles pour son magazine. De jeunes, bien sûr. Il adore la communication digitale. Notre modèle du jour s'appelle Douadi Wilson Méon. Monsieur Gagui, bon, l'État ne va pas aller créer des ONG, ça c'est pas possible. Mais toutefois, l'État quand même a des idées pour régler la question, faciliter les sections. Ce sont des projets, des programmes que nous mettons à disposition de tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne stratifie pas les cibles, mais on met tout le monde dans le même moule. Dans l'entrepreneuriat, qu'on a créé une cible spéciale pour les personnes avec un programme qui les concerne. Mais tout ce qui est développement des compétences, ce sont des programmes que nous développons avec nos partenaires, les bailleurs de fonds, qui permettent aux jeunes qui ont eu les diplômes et qui ont oublié la pratique. C'est-à-dire, mon BTS, ça fait 5 ans, j'ai cabine téléphonique, j'ai même oublié. Donc, il y a des programmes pour pouvoir vous reverser dans tout ce qui est apprentissage pour développer votre employabilité, pour que vous ayez les 6 mois ou 1 an d'expérience, pour que vous soyez exploitable. Ces programmes existent, c'est pourquoi nous invitons... À travers l'agence Emploi Jeune, oui, donne des opportunités c'est pourquoi pour ces nous invitons tous nos oui. amis diplômés de s'inscrire dans le programme, d'aller sur la plateforme www.emploijeune.ci pour s'inscrire, pour qu'ils soient pris en compte dans tout ce qui est dispositif que nous mettons à leur disposition. Président, pour finir. J'ai dit comme ça que la femme handicapée est doublement vulnérable. Et donc, nous avons besoin de nous réaliser des vies. Aussi. Oui, bien sûr. De nous réaliser, de nous affirmer, de nous auto-suffire. Donc, l'autonomie de la femme passe nécessairement par le travail, l'emploi. De manière générale, quand une femme a un emploi, c'est toute une famille, pour ne pas dire un village, qui gagne. À plus forte raison, la femme handicapée. Donc, vraiment, qu'on nous fasse confiance, qu'on lève les barrières, les préjugés, pour permettre aux femmes handicapées de vraiment accéder à l'emploi. Président, pour finir, rapidement. Il y a beaucoup de choses à dire, qui sont en cours au niveau de la Direction générale de l'emploi. Depuis fin 2015, il y a ce qu'on appelle le programme d'aide à l'embauche des personnes en situation de handicap qui a été institué. Et à ce niveau, cette année, il y aura, je crois, 304 personnes handicapées qui seront insérées au niveau des entreprises privées. Et le programme est en cours. Nous espérons que ce programme-là prenne forme et que ce programme continue. Monsieur Gagui, qu'est-ce qu'on doit retenir? Il y a des chances, il y a des possibilités, il y a des ouvertures. Ce que je veux dire aux jeunes, ne désespérez pas, gardez espoir. Ce que vous avez comme insuffisance, cherchez à combler cela par la formation par exemple. Il n'y a pas de diplômés, des diplômés non qualifiés. Cherchez à combler cela en vous inscrivant dans les programmes FCQ qui permettent de pouvoir vous donner encore des outils et renforcer votre capacité. Ceux qui sont diplômés il y a longtemps et qui ont même oublié de venir s'inscrire dans les programmes EGDEC, le programme Jeunes de développement des compétences, pour que vos compétences soient actualisées, pour que vous ayez beaucoup plus de chances face au recrutement. Voilà ce qu'on peut vous dire. L'agence Emploi Jeune à votre disposition. Nous sommes dans tous les quartiers d'Abidjan, en grande partie, et à l'intérieur du pays. Très bien. Amis jeunes, on peut appeler très fort monsieur Gadji Lucien Madison, chef de service ingénieur projet Agence Emploi Jeune. C'est justement lui qui nous allons accompagner avec vos ovations, s'il vous plaît, amis jeunes. Ah ouais. Merci beaucoup, monsieur Gadji. Ouais. Et puis, à bientôt. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci encore. Public, amis jeunes. Voilà.
Plaisir de plaisir, bonheur du bonheur. Vous suivez Expression Jeune. Après donc cette première partie dédiée bien sûr au chapitre débat portant sur handicap et emploi. Place au modèle pour jeunes. Il est jeune, il est ivoirien, il se passionne pour la communication digitale. Un parcours atypique, on va dire exceptionnel, un parcours académique exceptionnel, car formé au métier de la finance. Toutefois, le digital, le journalisme et surtout la danse font partie de ses passions. Mais la danse particulièrement, il a fait un métier aujourd'hui. Je vous demande de recevoir notre ami Douadi Wilson Mehon avec sa structure. Il nous rejoint. Et il vient avec ses trophées. Allez, on va poser les trophées là. Hein. Voilà. Ça, c'est un gars bien. Ladies, ça va bien? Regarde la caméra. Ça va? Oui, tu vas bien? Oui, allez, on va s'asseoir. Chers amis, on peut continuer à applaudir ces différents trophées là? Waouh! Ça, c'est énorme. Hein? Oui. Ça Korogo en 2012? Oui, en 2012. Tu as dansé pour avoir ça? Oui, effectivement. Tu as fait quoi? On a fait une danse urbaine, oui. Voilà, avec la troupe de danse dont je fais partie. D'accord. Nous avons fait une danse urbaine ivoirienne. Voilà, ouais. Donc, voilà, c'est avec cette danse que nous avons remporté ce trophée. Voilà. Alors, est-ce qu'il peut nous faire une petite démonstration de quelques secondes, en quelques secondes? Ouais. Est-ce qu'il peut, juste quelques petits trucs, juste pour le faire? On va faire ça rapidement. Okay. C'est pas pour lui, mais on va le faire rapidement. Comment tu fais? Vas-y, fais-nous un truc, on va voir. Ok, bon. Là, ce qui me vient en tête, c'est la nouvelle danse sud-africaine, Gwara Gwara. D'accord. C'est simple. Doucement, hein. Le micro est derrière accroché. Voilà. Ouais. On se place juste comme ça et... Alors, Méon, ça va bien? Oui, je vais très bien. On a parlé de handicap et de personnes en situation de handicap qui peinent à trouver du boulot. Quel commentaire cela t'inspire? Alors, je veux dire que c'est un sujet qui est vraiment très sensible parce que, d'abord, je tiens à dire que penser qu'on est handicapé, c'est déjà un handicap. Alors, pour moi, déjà, il faut savoir que les handicapés ont besoin de s'insérer dans la société parce que le vrai souci, c'est leur insertion. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes, des handicapés qui ont, en tant que journaliste, voilà, j'ai eu la chance d'interviewer des personnes, par exemple Alidou, qui a été champion d'Afrique, vice-champion du monde. Voilà, vous imaginez, avec son handicap, il a eu tous ces trophées. Et il m'a montré comme ça que il ne pense pas qu'il est handicapé. Il ne pense pas qu'il est handicapé, il pense juste qu'il a une déformation. Mais c'est plutôt ceux qui le voient comme handicapés qui sont handicapés. Donc vous imaginez. Et j'ai eu la chance de rencontrer plein de personnes aussi qui Titi Chou, qui est maquilleuse, voilà, qui m'a dit qu'à Wilson, sache que mon handicap est un acquis, mon handicap est mon atout. Donc je pense que c'est l'insertion de ces personnes qui pose, voilà, qui est un gros souci pour moi. Très bien. Alors toi, tu te passionnes pour la communication digitale. Effectivement. La passion de la danse te vient comment et à quel moment? Voilà, tout a commencé en 2014. D'abord, je tiens à dire que je n'ai jamais fait la danse. J'ai intégré la troupe de danse de l'organisation internationale IWF, voilà, qui m'a beaucoup appris, qui m'a montré le chemin. Voilà. Donc, à travers cette troupe de danse qui œuvre pour le leadership, cette troupe de danse qui se lance dans le leadership, comme je l'ai dit, voilà, à travers cette troupe de danse, j'ai appris vraiment à me surpasser. Voilà, j'ai appris à me surpasser parce que la danse, pour beaucoup de personnes, la danse, c'est juste se mouvoir, c'est juste, voilà, comme on dit. Mais pour moi, la danse, c'est d'abord dans le cœur. Et c'est ce que j'ai appris. Tout a commencé en 2014. Je voulais me surpasser. Voilà, je voulais être cette personne aussi qui peut surpasser sa timidité, cette personne qui peut partager la joie qu'elle a reçue, voilà, à travers la danse. Donc, c'est dans cet objectif que j'ai bien voulu me lancer dans la danse. Très bien. Mesdames et messieurs, amis jeunes, voici le papier couleur de notre invité du jour, Douadi Wilson Mehon. Wilson Bertrand Mehon Douadi est un jeune Ivoirien dynamique et passionné pour la communication digitale. Un parcours académique atypique du fait de son cursus scolaire et universitaire lié aux finances. Toutefois, le digital, le journalisme et la danse, et oui, sont ses passions. S'agissant de la danse aujourd'hui, il a décidé d'en faire
son métier. Tout a pris naissance en 2014, date de son entrée dans la troupe de danse White House Stars Côte d'Ivoire de l'ONG IOF, International Youth Fellowship. Il se découvre une âme de danseur et en devient de plus en plus amoureux. Ensuite, la passion pour l'écriture lui vint grâce à son apprentissage dans la rédaction d'articles dans Tomorrow Magazine. Wilson Bertrand trouve ce moyen d'expression très intéressant. L'envie de lancer son propre blog et de partager sa passion de la danse devient de plus en plus une priorité. Les pieds en Côte d'Ivoire, mais le regard à l'international. Son objectif en créant Lead Dance est de non seulement promouvoir la danse et la culture africaine, mais surtout de montrer que danser, c'est le faire plus avec le cœur qu'avec le corps. Wilson Bertrand veut aussi, par le biais de ce blog, partager sa vision d'une jeunesse renouvelée, formée aux défis du présent millénaire et apte à participer activement au développement durable des nations, de ses cultures et de ses valeurs. Aujourd'hui, Wilson Bertrand est très engagé en tant que bénévole dans la formation des jeunes Africains à travers la danse, la culture, l'éducation au changement de mentalité, les formations au digital, le tout avec des actions pour aider ces derniers à renforcer leurs capacités et à faire sortir le potentiel et le leadership en eux. Amis jeunes, voici un modèle de leadership qui pourrait vous inspirer. Son nom, Wilson Bertrand Meon Douadi. Waouh, c'est magnifique. Oui. Alors, un petit commentaire là-dessus, ce qu'on vient de voir là? Je vois un parcours, je vois une histoire, je vois une histoire qui est dessinée, qui va continuer. Qui continuera. Voilà, qui continuera. Qui continuera, n'est-ce pas? Oui. Alors les gars, on va gagner du temps parce que je sens que vous êtes impatients de lui poser des questions. Hein, président, n'est-ce pas? N'est-ce pas, les gars? Qui a les questions? Pardon, on commence. Allez, c'est parti. Là ou là? Question pour le champion du jour. Oui, mademoiselle. Pouvez-vous nous parler de vos différents trophées? Alors, on a présenté un, et oui. Celui-là, ça oui. C'est... ce trophée, nous l'avons eu en 2017, c'est marqué 2017 sur le trophée, ouais. Au Festival international de danse voilà, au Togo. Voilà, le prix. Voilà, c'était au Togo et nous avons eu c'est là? Voilà, la médaille de bronze de meilleur troupe d'Afrique, voilà, d'Afrique de l'Ouest, voilà, la médaille de bronze. Ouais. Voilà. Ouais. Et ce troisième trophée, voilà. Le troisième? C'est notre trophée en or, voilà. C'est notre trophée en or, nous l'avons eu en Corée du Sud. En dansant? Oui, en dansant. En dansant seulement? Hein? Oui, en dansant. Ah ouais. Nous l'avons eu en Corée du Sud. C'est un travail, non? Restez là. Mais ce n'est pas les roucascas, hein? Oui. C'est pas les roucascas qui fait. Hein? D'accord. Okay. Voilà. Ouais. Voilà, donc c'était pendant le World Festival Cultural en Corée du Sud à Busan. Ouais. Nous avons été vice-champions au monde, nous avons été le seul pays qui a représenté l'Afrique. Ouais. Donc imaginez-vous un peu des personnes qui n'ont jamais dansé, qui n'ont jamais fait la danse, qui aujourd'hui ont été vice-champions. Franchement, c'est, comment je peux dire, un surpassement. C'est au-delà de l'imagination. Donc, c'est pour montrer qu'on peut, on peut être des jeunes, on peut aussi promouvoir la danse, on peut aussi promouvoir ce qu'on fait à travers, tout en gardant nos valeurs, nos richesses et tout. Donc, ce trophée, on veut le présenter au président de la République parce que vous imaginez, vice-champion du monde. Voilà. Et puis, c'est le seul pays qui a représenté l'Afrique. L'Afrique, voilà. C'est le seul pays. Au Japon ou en Corée? Donc, en Corée du Sud, à Busan. Voilà. Je pense que le ministre de la Culture a compris le message. Voilà, félicitations. Merci. Alors, une autre question, oui. Monsieur, j'aimerais savoir, que pensez-vous de la jeunesse africaine et quel est votre message? Bon, que pensez-vous de la jeunesse africaine? Le message, c'est après. Ouais. Ok, voilà. Pour moi, la jeunesse africaine est en train de se réveiller. Et je pense aussi que la jeunesse africaine, d'abord, pour certains endroits aussi, pour certaines personnes, dans certains secteurs, la jeunesse africaine a vraiment besoin de se réveiller. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin de renouveau, les jeunes ont besoin d'une nouvelle mentalité. Aujourd'hui, on peut voir des jeunes avec plein de vices. Pourquoi? Parce que les jeunes ont des soucis, les jeunes ont beaucoup de difficultés. Et ces jeunes aussi, ça donne à beaucoup de vices, comme je l'ai dit. Et je pense qu'on a, comme on le dit en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien nouveau. Moi, je dis l'Africain nouveau.
l'Africain nous voit avec une nouvelle mentalité. Comme je l'ai dit, habituellement, pour arrêter des saletés dans une cour, s'il y a un arbre, il faut d'abord couper la racine avant de pouvoir couper les feuilles ou les fruits. D'abord, il faut couper la racine. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de pouvoir changer notre mentalité. Voilà, pour pouvoir aussi être des leaders demain, des leaders africains demain. Très bien. Ami, je n'ai plus l'appeler très fort. Voilà. En tout cas, il nous a plu de te recevoir dans cette émission avec tes différents trophées. Des trophées acquis, on va dire, au prix de 1001 luttes, parce que c'est en bougeant ton corps. Ah, tu as vu que tu as changé un peu là? Oui, j'ai changé. Tu es un peu façon... plus dynamique. Là, tu n'es pas là danser encore là. Allez, on va l'applaudir très fort. Handicap et emploi, frein ou opportunité de travail, c'était le thème du jour. Mais bien avant, notre ami donne son message pour la fin aux jeunes. Je tiens à dire à tous les jeunes Ivoiriens que nous devons changer notre mentalité, nous devons changer notre manière de voir, nous devons couper la racine et non les fruits. Merci encore, chers amis. Il s'appelle Douadi Wilson Méon. Ça, tu es originaire d'où? Tu es guéré? Non, je suis Yacouba, je comprends très bien mon ethnie. Voilà. J'ai fait la promotion de mon ethnie. Comment on dit au revoir à Yacouba? Kwadia. Kwadia, on a fini. Kwadia, on a fini. Retrouvons-nous jeudi prochain. Salut, au revoir. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service Civique, RTI 2 et Fréquence 2 vous ont présenté Expression Jeune.